Bonjour à tous. Les agros de Normandie sont très heureux de vous accueillir pour cette première visioconférence d'une série de 3 sur le thème du Brexit et de son impact sur les filières agro. Je m'appelle Didier Parard, je préside le groupe Agro de Haute-Normandie et avec Véronique Le Dunf, qui préside le groupe Agro de Basse-Normandie, je vais animer cette conférence. Pierre-Yves Roulier et Nicolas Viard assurent la gestion technique de l'événement. Mais venons-en maintenant à notre sujet, le Brexit. Le 23 juin 2016, c'est un coup de tonnerre. Les Britanniques, lors d'un référendum, votent à 51,9% pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils avaient rejoint la Communauté économique européenne, la CE, il y a 43 ans, le 1er janvier 1973. Après de multiples rebondissements, le 31 janvier 2020, le Brexit entre en vigueur à 23 heures. Et une période de transition est prévue jusqu'au 31 décembre 2020. Un accord de commerce et de coopération a été décidé le 24 décembre 2020 et le Brexit est effectif depuis le 1er janvier 2021. C'est un accident de l'histoire, c'est un événement majeur qui a de multiples répercussions politiques, économiques et humaines. Et les conséquences concernent également les filières agro. C'est la raison pour laquelle les agros de Normandie se sont intéressés à ce sujet à la mi-2020 avec l'idée d'organiser une visioconférence sur le sujet afin de permettre à notre communauté d'ingénieurs agro de mieux appréhender les enjeux de cette nouvelle donne. Au fil de nos échanges, de nos rencontres, nous avons décidé d'organiser finalement 3 visioconférences avec des angles particuliers, institutionnels, entrepreneurial et filières. Nous sommes très heureux d'avoir pour ces 3 visioconférences des intervenants qui vont nous éclairer sur ce sujet essentiel et historique. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Mingui et Patrick Salaise, conférencier de la Team Europe. Pierre Mingui va nous faire une présentation générale du Brexit et Patrick Salaise nous expliquera l'impact sur le secteur agro. Nous avons également le plaisir de recevoir Laurence Corredo qui nous parlera de la nouvelle frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et en particulier de la frontière intelligente, la Smart Border. Le jeudi 15 avril à 18 h, nous recevrons 3 dirigeants d'entreprises qui nous parleront de leur expérience avec le Brexit. Le jeudi 29 avril à 18 h, nous recevrons 3 experts de filière agro, la pêche, le sucre et le lait. Et ces experts nous expliqueront les impacts du Brexit sur ces filières. Participer à ces 3 visioconférences, c'est l'opportunité pour notre communauté d'agro de mieux comprendre ce monde qui change et nous impacte. Chaque intervenant va prendre la parole pour 15-20 minutes. Un temps pour les questions est prévu à la fin. Donc, merci de les poser dans le Q&A, questions en réponse. Vous avez la possibilité de cliquer sur votre écran pour pouvoir les poser. N'hésitez pas à liker les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Elles seront posées en priorité par Véronique Le Dunf. Il sera également possible de vous donner la parole pour que vous posiez vous-même vos questions si vous le souhaitez. Dans ce cas, merci de le préciser dans le Q&A. Vous pouvez également faire des commentaires sur le chat. Voilà. Je vais maintenant présenter brièvement Pierre avant de lui laisser la parole pour son intervention. Voilà. Pierre Mingui a une longue carrière, principalement universitaire. C'est un Normand qui a commencé à l'Université du Havre et a travaillé dans différents postes en liaison avec la Commission européenne. Pierre est un mathématicien et il a fait sa carrière au sein du département économie de la Faculté des Affaires internationales de l'Université du Havre.
Il a été élu directeur des relations internationales de l'Université du Havre. Il a rejoint le groupe Euro, un groupe chargé de la communication sur la mise en place de l'euro. Pendant 12 ans, il a géré la coopération universitaire avec la Lettonie. Il a donné des cours à Riga. Il parle anglais, allemand et russe. Il a été pendant 3 ans contrôleur qualité du projet européen KESAMED, qui est l'acronyme de qualité en enseignement supérieur agronomique en Méditerranée. Et enfin, il est membre du réseau des conférenciers de la Commission européenne Team Europe France. Et c'est à ce titre qu'il intervient aujourd'hui. Pierre, je vous laisse la parole. À vous. Merci Didier. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais effectivement avoir, j'allais dire, la lourde responsabilité de camper l'ensemble de la question Brexit et donc des relations entre l'Union européenne d'une part et le Royaume-Uni d'autre part. Alors j'ai choisi ce titre, une fracture persistante et durable au sein du continent européen, pour 3 raisons. Comme nous avons pu le vivre, n'est-ce pas, le Brexit a été une assez longue aventure de plusieurs années, mais en fait qui trouve ses sources tout simplement dans une longue histoire concernant les relations entre le Royaume-Uni et le continent européen. Et je dirais même plutôt entre l'Angleterre et le continent européen. Alors, je vois 3 raisons principales. D'abord, les héritages du passé, que je détaillerai tout à l'heure, la structure interne du Royaume-Uni, qui a considérablement évolué depuis 1998, et puis, bien sûr, je terminerai par les relations futures qui bouleversent beaucoup de choses, mais qui restent tout de même extrêmement fragiles. Commençons, si vous le voulez bien, par les héritages du passé. Je les ai classés en 2 catégories. D'une part, bien sûr, le problème de l'Irlande, qui va être un problème central dans l'application même des accords qui ont été passés, accords de séparation comme accords commerciaux, et puis peut-être des accords qui suivront. Et donc, Irlande, problème vital avec la frontière intra-irlandaise. Et puis, bien sûr, le passé, les relations des deux, qui s'expliquent notamment par la problématique de concepts profondément différents entre l'Angleterre et le continent. Je vais peut-être d'ailleurs attirer d'abord l'attention, avant de revenir sur le problème irlandais, sur les relations Angleterre-continent. D'abord, il y a un principe qui prévaut, c'est que l'Angleterre, puis le Royaume-Uni, mais l'Angleterre quand même, qui est la principale composante du Royaume-Uni, a toujours eu pour principe, et c'est là peut-être une différence d'ailleurs avec l'Écosse, de s'affranchir du continent. S'affranchir du continent, c'est, n'est-ce pas, la volonté d'Henri VIII lorsqu'il crée la première scission, vous savez, au niveau de religieuse, et notamment cette scission religieuse étant la volonté de s'affranchir du pouvoir du continent au travers du pape. Et puis un deuxième principe qui prévaut, qui est un principe fondamental pour les Britanniques, c'est toujours de négocier en bilatéral. Donc cette dominante va être présente tout au long des négociations du Brexit. Le Royaume-Uni va toujours chercher, vous voyez, et notamment au début, à négocier avec chacun des États. Et on verra les différents premiers ministres d'ailleurs rendre visite au président français, à la chancelière allemande, et puis à d'autres pays membres, d'autres États membres de l'UE. Et nous avons une autre problématique, toujours dans le cadre des relations, je dirais, Angleterre-continent, qui est la problématique des différences de concepts différents. Concepts économiques, concepts commerciaux, le rôle de l'État, la notion d'union, l'organisation de l'Europe post-1950. Et là, j'aimerais quand même peut-être illustrer d'un exemple sur cette différence. Je me souviens que dans les années, à la fin des années 90, nous avions mené, nous, l'Université du Havre, un programme de coopération
au niveau de la gestion des pieds de falaise, un programme scientifique, et dans le cadre du programme Interreg. Et lorsque le programme a été terminé, au bout de 3 ans, le préfet appelle le président de l'université et lui dit « il y a quelque chose qui ne va pas, les Britanniques vont recevoir plus d'argent que nous, de notre côté, au niveau des 3 universités françaises qui étaient concernées. » Et je me souviens alors que nous avions cherché les raisons et nous avions trouvé qu'à cette époque-là, les salaires des fonctionnaires n'étaient pas éligibles au financement européen. Eh bien, nos collègues britanniques, alors nous, évidemment, côté français, nous avions essentiellement impliqué dans le projet des fonctionnaires, des professeurs ou du personnel des universités. Et côté britannique, on s'est aperçu qu'ils avaient tout simplement demandé à leurs enseignants et à leur personnel qui avaient un statut équivalent à celui de fonctionnaire de démissionner pour toute la durée du projet. Imaginez 5 minutes si nous avions fait pareil côté français. Cela eût été totalement impensable. Donc, un certain nombre de différences. Je voudrais maintenant revenir sur le problème de l'Irlande. Alors, l'Irlande, vous voyez, vous pouvez lire, plus de 900 ans de conflits. Les conflits ont démarré en 1170 et pour pratiquement se terminer en 1922 avec la naissance de la République d'Irlande, puis renaître en Irlande du Nord aux alentours de 1960 pour se terminer par les accords du Vendredi Saint de 98. Alors, tous ces conflits intra-irlandais ont laissé beaucoup de traces. D'abord parce que la vraie nature, le vrai conflit, il a démarré, si vous voulez, toujours avec Henri VIII et les problèmes d'Henri VIII dans ses relations avec le continent. Les Irlandais sont toujours restés fidèles à l'autorité du pape. Et ça a provoqué une série de conflits permanents entre l'Irlande et l'Angleterre. Et l'Angleterre avait fini par annexer, on peut le dire, l'Irlande en 1801, mais à ce moment-là, après 1801, beaucoup de colons anglais sont venus en Irlande et se sont installés dans le nord-est, c'est-à-dire, en gros, vous voyez la zone qui forme aujourd'hui l'Irlande du Nord. Et ces Anglais, donc venus, fidèles au protestantisme, ont toujours été très proches de l'Angleterre, plus d'ailleurs de l'Angleterre que de l'Écosse ou des autres composantes du Royaume-Uni, et sont rentrés, n'est-ce pas, en sécession, en guerre avec les Irlandais catholiques. Et ça a été, bien sûr, je vous rappelle, en 1972, le Blood Saturday, qui évidemment a déclenché après tous les incidents jusqu'à ces accords du Vendredi Saint, qui en particulier ont marqué un principe fondamental qui posera un énorme problème dans les accords du Brexit, c'est-à-dire la non-existence d'une frontière entre l'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Irlande, non frontière refusée au niveau du contrôle des personnes et frontière refusée au niveau des contrôles économiques, donc contrôle douanier. Voilà, la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la deuxième cause, c'est la structure interne du Royaume-Uni, puisqu'à partir de 1998, alors que le pouvoir jusqu'en 1998 était bien sûr concentré à Londres, on va voir les nations composantes le Royaume-Uni obtenir des dévolutions de pouvoir, et notamment l'Écosse, le Pays de Galles à un moindre degré, et bien sûr l'Irlande du Nord, mais qui s'inscrit bien sûr dans les accords dont je parlais tout à l'heure du Vendredi Saint. C'est-à-dire que l'Écosse notamment va recevoir de façon continue, 1999, 2010, 2012, va recevoir la possibilité d'exercer de nouveaux pouvoirs, et notamment par exemple dans le domaine économique. Ainsi, l'Écosse pouvait appliquer dans certains cas et sous certaines réserves des décisions, vous voyez, prises au niveau de Bruxelles sans avoir besoin de passer par Londres. Donc c'était une évolution extrêmement importante, d'ailleurs sur laquelle Boris Johnson voudrait revenir. Et puis dans la structure interne du Royaume-Uni, on ne peut pas ne pas évoquer
la question des propriétés de la couronne, Jersey, Guernesey, Serres, Kildemand, qui étaient dans l'Union européenne, mais pas pour tout, et notamment pas pour les questions de fiscalité. Le problème des dépendances des Malouines aussi. Les Malouines, c'est très loin, vous savez. Or, les Malouines exportaient plutôt pratiquement 90% de leur production, par exemple, de homards, de bovins, vers l'Union européenne au travers de l'Espagne. Et aujourd'hui, cette possibilité est mise entre parenthèses. Et puis nous avons Gibraltar qui n'était pas totalement dans l'Union européenne. Notamment, Gibraltar ne faisait pas partie de la politique agricole commune, mais voyez-vous, mesdames et messieurs, la politique agricole commune et Gibraltar, c'est quand même assez maigre. Et puis, le problème des bases de Chypre. Voilà rapidement, si vous voulez, quelques problèmes concernant la structure interne du Royaume-Uni. Alors, pour l'avenir, eh bien, on va tomber, bien sûr, sur des relations futures bouleversées et fragiles. D'abord, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un accord de séparation avec des protocoles ratifiés par les deux parties. Ça, c'est bien, c'est l'accord de divorce qui prévoit un certain nombre de dispositions, notamment concernant la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et puis, nous avons un accord commercial, mais il ne faut pas oublier, parce qu'on a l'air de penser que cet accord commercial, il est entériné, mais il est toujours non ratifié côté européen. Et le Parlement européen, il y a eu un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour que la ratification soit portée, disons que pour que la ratification dure dans le temps, la date limite qui a été définie, c'est le 30 avril. Voilà. Mais on parle déjà de nouveaux reports de cette date parce que au niveau du Parlement européen, dans beaucoup de commissions, on traîne les pieds sur un certain nombre de dispositions de l'accord qui n'est pas jugé très clair. Et je dois dire qu'avec Patrick, on en a fait un peu l'expérience ce matin dans une discussion avec la Commission autour d'un problème de TVA pour des produits fabriqués en Chine arrivant aux Pays-Bas et destinés en fait à l'usage au Royaume-Uni. Nous n'avons pas d'accord dans les domaines bancaires, financiers, police-justice, sauf quelques avancées depuis la semaine dernière. Et puis nous avons bien évidemment, comme autre conséquence, des circuits commerciaux perturbés, des routes maritimes modifiées et, comme je l'ai écrit, une frontière nord-irlandaise à haut risque. Alors, cette frontière nord-irlandaise, vous savez qu'il y a un problème, dont je reviendrai plutôt tout à l'heure dessus, puisque la diapo ici se présente. Voilà par exemple un des problèmes, vous avez, et qui est réel, hein, c'est un problème réel, vous avez donc les Allemands qui exportent au Royaume-Uni un certain nombre de composants que j'ai appelés, vous voyez, ça c'est mon côté matheux, je ne peux pas m'en empêcher, qui exportent donc des produits A1, A2, A3, exportez-les, mais pour des ingénieurs, vous comprenez bien sûr ce que j'entends par là. Et puis ces produits, n'est-ce pas, sont assemblés, conditionnés au Royaume-Uni, et puis renvoyés vers des pays de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, il y a évidemment un certain nombre d'obstacles, et c'est par exemple une des raisons pour lesquelles il y a eu des pénuries en Union européenne dans des magasins, par exemple, comme Marks & Spencer et autres. Peut-être on peut passer la diapo suivante, je fais attention à mes 15 minutes. Vous avez bien sûr les routes maritimes modifiées, et voilà un exemple qui est très clair. La route traditionnelle entre l'Irlande et le continent consistait bien sûr pour les transporteurs à traverser l'Angleterre. Donc vous voyez les temps, c'était à peu près 10h, 10h30 de temps, et aujourd'hui, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que vous avez un contrôle à l'entrée au Royaume-Uni, un contrôle à la sortie au Royaume-Uni. Donc, on pense, on applique, je ne sais pas si la frontière intelligente permettra peut-être de résoudre ou de retrouver la route en bleu,
mais évidemment, on évoque aujourd'hui des nouvelles lignes dont le trajet sera plus long, mais qui éviteront un certain nombre de formalités. Enfin, pour terminer, je voudrais prendre un exemple concernant la frontière nord-irlandaise, parce que, comme je l'ai souligné, c'est le point que je considère comme un haut risque qui risque de faire basculer notamment l'accord commercial. Que prévoit à la fois l'accord de séparation réaffirmé au travers de l'accord commercial? C'est que la frontière, vous voyez, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, en fait, est reportée entre l'Irlande du Nord et les îles britanniques. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, je me suis amusé à faire. Imaginons, pour que vous voyez le problème, imaginons des sandwichs au poulet, on parle d'accord commercial avec les États-Unis. Imaginez des sandwichs au poulet importés des USA, vous savez, ces poulets dilavés à l'eau de Javel. Et ces sandwichs au poulet, vous voyez, sont fabriqués à côté de Londres et contiennent en plus des ingrédients importés au Royaume-Uni non soumis à des droits de douane. Très bien. Alors, ces poulets, ces sandwichs, n'est-ce pas, sont destinés d'abord au marché en Irlande du Nord. Bon. Alors, normalement, il doit y avoir, prévoit l'accord, un contrôle à l'arrivée dans l'un des ports ou dans l'une des zones portuaires d'Irlande du Nord. Bon. Aujourd'hui, il y a eu tellement de menaces sur les contrôleurs que ces contrôles n'existent plus, sont suspendus. Or, imaginons donc que ces produits, voyez-vous, soient stockés, par exemple, à Londonderry, par exemple, donc en Irlande du Nord. Et puis, l'entreprise qui stocke en Irlande du Nord dit ah ben, c'est très bien, finalement, je vais les envoyer puisqu'il n'y a pas de frontière en Irlande du Sud. Et puis, en Irlande du Sud, le receveur peut très bien dire ben, moi, je vais les réexpédier tout simplement en Union européenne. Donc, ça ne peut pas aller. Ça ne peut absolument pas aller s'il n'y a pas de contrôle frontalier entre l'Irlande, bien sûr, du Nord et la République d'Irlande. Donc, c'est un vrai problème. Or, la remise en place d'une frontière à cet endroit-là, c'est pratiquement de façon assurée un redémarrage du conflit en Irlande du Nord. Donc, c'est à très haut risque. Boris Johnson veut rediscuter cet accord. Et je crois que là, nous allons pouvoir en reparler au cours de questions, mais ce genre de problème, vous voyez, il faut les multiplier par 4, par 5, par 10, et pour l'avenir, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail et de pain sur la planche. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Oui, c'est bien. J'ai quand même une question pour vous. Oui. Pierre, ça concerne l'Écosse. Est-ce que l'Écosse peut devenir indépendante et rejoindre l'Union européenne? Et quelles seraient les conséquences? Alors l'Écosse, j'en ai un peu parlé parce que je vous disais déjà que l'Écosse avait déjà normalement une facilité à l'époque pour traduire, n'est-ce pas, des dispositions européennes sans passer par le gouvernement central. Elles étaient limitées, mais elles existaient. Le problème, c'est que les prochaines élections donnent majoritaire le parti indépendantiste en Écosse. Donc, il va incontestablement y avoir un bras de fer avec Londres, parce que Boris Johnson est totalement opposé à, j'allais dire, un nouveau référendum. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de nouveau référendum, ben, voilà, rien ne change. Mais s'il y a un nouveau référendum et que l'Écosse quitte l'Union européenne, de toute façon, l'Écosse, en tant qu'État indépendant, devra reposer sa candidature. Ça, c'est un processus. Elle ne sera pas réadmise automatiquement dans l'Union européenne. Donc, c'est un processus qui peut durer très longtemps, qui peut durer au moins 2 ans. Mais en fait, je crois que, si vous me permettez de faire une conclusion, je crois que le Brexit, bon, côté britannique, on a évidemment des personnes emballées, des personnes qui sont moins emballées. Je crois que de toute façon, le grand perdant dans cette affaire, c'est l'Europe en général, parce qu'on peut difficilement se passer de la coopération avec le Royaume-Uni,
Et quand même, on est sur un continent qui était extrêmement petit par rapport aux autres, où le voisinage et je dirais les exigences de voisinage sont extrêmement importantes. Je me souviens très bien d'un collègue qui nous disait, vous savez, avant que l'on laisse la liberté de circulation aux frontières, il suffisait de simplement qu'un policier de l'air des frontières demande la carte d'identité pour qu'immédiatement un bouchon de 20 km, voyez-vous, côté belge se forme et bloque les flux. Donc, ces problèmes de… Et puis, un autre problème, une autre difficulté que je vois, c'est aussi que le Royaume-Uni, vous savez, il a quand même passé un demi-siècle en partenaire à l'intérieur de l'Union européenne et que c'est très difficile de détricoter un demi-siècle de coopération, de coopération économique, de partenariat, très difficile, même si le Royaume-Uni n'était pas complètement dedans. Très bien, merci Très Pierre. rapidement, un certain nombre de choses. Merci Pierre. Ça nous permettra de parler un peu plus tard du projet de Boris Johnson de Global Britain. Oui. Voilà. Je vais maintenant présenter Patrick Salaise. Patrick Salaise est un ingénieur agronome. Il a fait Nancy, l'ENSAIA, spécialité agroalimentaire et marché agricole. Il a également un doctorat en économie rurale. Pendant 15 ans, il a fait de la recherche agronomique en Afrique, principalement au Cameroun, mais également au Sénégal et au Mali, ainsi qu'en France. Pendant 15 ans, ensuite, il a été fonctionnaire à la Commission européenne. Et puis ensuite, pendant 10 ans, il a été expert en aménagement du territoire européen auprès de collectivités territoriales et en tant qu'enseignant vacataire à la fac de Poitiers. Depuis 6 ans, il est conférencier et analyste sur les politiques européennes auprès du réseau Team Europe. Voilà. Et donc, c'est à ce titre qu'il intervient aujourd'hui. Patrick, je vous laisse la parole. Merci Didier. Bonjour à toutes et tous. Pierre vous a présenté un tableau général, historique en particulier, et de la situation donc du Brexit et intervenu également sur la question de l'Irlande du Nord, qui est une question cruciale. Je n'y reviendrai donc pas puisqu'il l'a bien exploré. Je vais, moi, me focaliser sur l'impact donc, de cet accord commercial et de coopération sur les filières agroalimentaires. 3 parties dans mon exposé. Donc, la première partie, ça sera d'essayer de décrire l'essentiel de cet accord. Dans une deuxième partie, je essaierai de vous dresser un tableau de la stratégie britannique. Et dans une troisième partie, nous essaierons de définir un certain nombre d'impacts prévisibles donc, de cet accord commercial. Alors, premier point, cet accord est un accord de type canadien, c'est-à-dire qu'il ressemble, il a des composantes communes avec cet accord du CETA passé entre l'Union européenne et le Canada. Un seul accord global, zéro tarif et zéro quota. Comme le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et du marché, il y a donc un rétablissement des formalités douanières. Il y a un principe qu'on appelle de concurrence équitable, c'est-à-dire qu'on va établir une équivalence entre les normes des 2 parties, normes sociales, environnementales, fiscales, et puis qu'on va encadrer les aides d'État que chacun peut attribuer aux différentes filières. S'il y a une divergence entre les différentes normes, il y a de la coopération réglementaire, des comités d'experts qui se réunissent sur ces questions-là par secteur. Et puis, il y a au final un principe de non-régression, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à un tribunal, donc si on n'arrive pas effectivement à maintenir un minimum d'équivalence entre les normes des 2 parties. Et dans ce cas-là, on peut même aller jusqu'à rétablir des tarifs douaniers.
Globalement, on a échappé au pire. Le pire étant donc ce qu'on appelait, il y a quelques mois encore, Singapour sur Tamise, avec donc le règne du dumping et, disons, du commerce sans foi ni loi. Deuxième élément, les règles d'origine. Les règles d'origine, on est là sur un principe spécifique à cet accord, et c'est en respectant ces règles d'origine qu'en fait, on a le droit d'échapper aux tarifs douaniers. Alors, dans notre cas, les règles d'origine sont assez simples dans la théorie. C'est 50%, donc minimum, de valeur du produit concerné, qui viennent d'un côté donc de la source européenne, de l'autre côté de la source britannique. Alors, il y a une certaine flexibilité dans l'accord là-dessus, et puis il y a des dérogations. Je vois par exemple dans cet accord que sur un chocolat qui serait exporté par le Royaume-Uni, il n'aura pas forcément un composant à 50% issu du sucre britannique, et pourtant il sera appliqué sans tarif douanier. Il y a donc une série de dérogations dans cet accord dont je ne l'ai pas dit, mais cet accord commercial, il fait 1450 pages avec un nombre d'annexes relativement copieux. Troisième élément, le cas particulier des filières agroalimentaires. Alors, le cas particulier, c'est qu'on rétablit ce qu'on appelle les SPS, c'est-à-dire les normes sanitaires et phytosanitaires. Elles le sont de façon plutôt minimaliste et elles renvoient donc aux règles de l'OMC, mais elles imposent un certain nombre de contraintes et en particulier de contrôles. Du point de vue de ce qui concerne les labels et les indications géographiques, on a un accord d'équivalence entre les deux parties. Il n'est pas tout à fait complet dans l'accord, on va le compléter. Et puis, du point de vue des produits bio, c'est quelque chose d'important également, on a de l'équivalence prévue, mais avec une clause d'évaluation en 2023. On espère donc maintenir l'équivalence après. Et enfin, autre point important, l'étiquetage ou le marquage des produits. Pour l'instant, on garde le marquage qui était un marquage européen pour toute l'année 2021, et à partir de début 2022, on aura donc des nouveaux types de marquage. Dernier point sur cette première partie, l'agenda des formalités douanières. On a compris effectivement qu'on rétablit le passage en douane, et avec le passage en douane, bien sûr, il y a toute une série de documents et de contrôles à établir. Des préindications, contrôle documentaire, contrôle de l'identité du produit, contrôle physique parfois. Et donc, ces formalités sont très diversifiées selon les types de produits et selon les secteurs. Il faut savoir en plus que sur ce plan-là en particulier, rien n'est stabilisé tant que le Parlement européen ne se sera pas prononcé et qu'on n'aura pas donc un accord définitif. L'accord du Parlement européen étant bien sûr lié au règlement de la question nord-irlandaise. Voilà pour cette première partie, pour vous dresser un tableau rapide des principales caractéristiques de cet accord commercial. Que se passe-t-il du côté, donc, et qu'en savons-nous du côté britannique? La première chose qui est assez connue, la presse le reprend, c'est qu'il y a cette volonté avec le Global Britain de Boris Johnson de réorienter la géopolitique et la politique commerciale du Royaume-Uni avec, disons, moins d'Europe et plus d'Asie ou plus d'ex-Commonwealth. Il y a donc un certain nombre d'accords qui vont être créés dans cette perspective. Symboliquement, on voit que le Royaume-Uni, cette année 2021, prend sa place dans le concert mondial puisque c'est lui qui présidera le G7, c'est lui qui accueillera la COP26 donc du climat à Glasgow, et c'est là-bas également que on va célébrer les 75 ans de la première assemblée donc des Nations Unies. Il y a donc là une ambition de devenir le champion du libre-échange dans le monde. Deuxième point, les accords de libre-échange. L'idée du Royaume-Uni, et il a commencé à le faire depuis, disons, le deuxième semestre 2020,
c'est de signer un certain nombre d'accords avec des pays tiers, partenaires, qui lui permettra donc d'être moins dépendant de l'Union européenne. On a eu un accord avec le Japon en septembre 2020. On a eu un accord avec le Canada. Alors, dans le cas du Canada, c'est un accord qu'on appelle donc de continuité, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a maintenu l'accord avec le Canada que l'Union européenne avait établi dans le CETA, accord qui sera donc renouvelé en 2021 puisqu'on doit changer les conditions. Avec l'idée, bien sûr, dans ce cas-là, de pouvoir avoir des échanges commerciaux sur le lait et la viande bovine, par exemple, beaucoup plus intéressants. Il y a un accord sur la Turquie, parce que la Turquie, c'est un gros marché. Pour l'instant, c'est un accord douanier, mais il va s'étendre donc pendant l'année 2021, si tout se passe bien, à un accord de libre-échange. L'idée, donc, globalement, pour le Royaume-Uni, c'est d'accorder une attention particulière aux pays pour lesquels donc le Royaume-Uni, aux pays qui exportent des produits ou importent des produits sur lesquels le Royaume-Uni est sensible. Je pense au lait, je pense à la filière viticole, je pense à la viande bovine et porcine ou au sucre, qui sont des produits pour lesquels le Royaume-Uni est déficitaire. À l'intérieur maintenant, et je commencerai plutôt par le dernier point de la diapo, un double handicap agricole. Double handicap agricole pour le Royaume-Uni. Première chose, il perd le budget de la PAC, 3 milliards d'euros par an environ, au profit de ses agriculteurs, de son secteur agroalimentaire. Et deuxième point plus important sans doute, il perd les facilités de recours à la main-d'œuvre saisonnière étrangère, en particulier venue d'Europe de l'Est, puisque la libre circulation des personnes donc, est abolie. Et donc ça, ce sont deux handicaps importants. À l'intérieur, donc, troisième point de ma slide, je les ai inversés, il s'agit de remplacer la PAC. Alors, en novembre 2020, il y a eu une nouvelle loi agricole qui n'est pas complètement finalisée, mais qui a été lancée, avec un certain nombre de grandes orientations pour se remplacer ce que la PAC donc, attribuait au Royaume-Uni. Un soutien dégressif donc, à l'agriculture selon la taille des exploitations, des paiements verts, un peu à la façon européenne, des subventions à l'innovation. Subventions à l'innovation, très important parce que c'est l'idée de robotiser un peu plus l'agriculture, comme le fait par exemple, comme le font les Pays-Bas. Et robotisation de l'agriculture, c'est moins de recours donc à la main-d'œuvre extérieure. Et également une relative autonomie régionale entre les différentes régions vis-à-vis de vis-à-vis de l'attribution des subventions. Plus qu'ailleurs en Europe, il y a un effet du Covid important et on a vu donc se développer les chaînes de circuits courts à la place donc de ces longues chaînes d'approvisionnement. Et on a donc une moindre dépendance alimentaire qui s'est installée pendant cette période. Reste à savoir si elle se prolongera dans le futur. Troisième partie, sans doute la plus importante, quel impact prévisible pour les filières agroalimentaires? Premier point, les surcoûts des contrôles douaniers. On l'a compris, avec ce rétablissement des contrôles douaniers, on a des chaînes d'approvisionnement qui vont être affectées en matière de coûts administratifs, le paperwork des Anglais. On va avoir des délais d'acheminement qui seront plus longs, avec des temps d'attente aux frontières accrus. On va avoir bien sûr des contraintes de livraison et des contraintes logistiques de gestion des stocks qui seront accrues. On a également, bien sûr, des risques de coûts accrus pour des denrées périssables dans leur transport. Et ici ajoute un impact psychologique important qui est dû à l'impréparation, étant donné l'incertitude dans laquelle on a été tenu sur le final de ce Brexit.
Deuxième élément, là on était plutôt donc sur des impacts à court terme. Deuxième élément, l'impact des divergences des normes, qui est un impact, lui, plutôt à moyen terme. Alors, tout dépendra pour cette question de la façon dont on va gouverner ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'équivalence entre les normes. On peut penser que le Royaume-Uni essaiera de tirer à la baisse certaines normes sur lesquelles il est plutôt moins-disant. Je pense particulièrement au droit social et au droit du travail. Je pense également à la question de la fiscalité, transparence fiscale, assiette fiscale, taux d'imposition des sociétés, etc. Pour ce qui est de l'environnement et du climat, on peut penser que le Royaume-Uni se situe plutôt de belle façon aujourd'hui par rapport à l'Europe. Troisième élément, la diminution des échanges entre Union européenne et Royaume-Uni. Alors, il faut savoir qu'il y a, ça je crois que c'est assez connu chez les agronomes, il y a une dépendance relativement forte du Royaume-Uni sur le plan agroalimentaire vis-à-vis de l'Europe. Le Royaume-Uni, en gros, l'Union européenne exporte pour 41 milliards d'euros, en gros, vers le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni exporte pour 16 milliards d'euros vers l'Union européenne. Pour ce qui est de la France exporte vers le Royaume-Uni pour 5 milliards d'euros à peu près, et le Royaume-Uni, en sens inverse, donc exporte pour 1,9 milliard. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a cette dépendance. Et ce qu'on constate sur les 13-14 mois écoulés derniers, c'est une forte baisse des exportations. Moins 75% d'exportation du Royaume-Uni, moins 25% d'importation du Royaume-Uni. Sauf que on ne sait pas aujourd'hui, bien sûr, faire la part dans cette baisse des échanges de ce qui revient à la Covid, de ce qui revient à la dépréciation de la livre et de ce qui revient donc au démarrage de l'accord commercial. Ça reste bien sûr à explorer. Quatrième élément, les effets de substitution, donc des accords de libre-échange avec des pays tiers. Je vous ai parlé de quelques accords passés. Le Royaume-Uni s'affaire maintenant à quelques accords avec des pays tiers pour le futur. On réfléchit fortement et on a lancé déjà les négociations avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont intéressantes pour le lait. On pense à un gros accord avec les États-Unis, ça j'avoue que j'y crois moins pour l'instant, pour des raisons géopolitiques. On pense à un accord, on s'est lancé dans un accord avec le Mexique, intéressant pour le sucre, et éventuellement avec l'Inde également. Il y a des premiers échanges qui ont été entrepris. Donc, il y a là un certain nombre d'accords qui peuvent apporter donc un impact à 4-5 ans. Hein. On voit à l'étude des accords de libre-échange de l'Europe, j'ai cité le CETA, mais il y en a un certain nombre de passés, qu'il faut 4-5 ans pour commencer à voir les impacts d'un accord de libre-échange entre différents pays. Autre point, dernier point, une compensation financière. Effectivement, l'Union européenne a proposé un fonds européen d'ajustement visant donc à aider ce sont en fait des mesures d'accompagnement à aider différents secteurs, différents pays en fonction de leurs besoins présumés et des impacts présumés donc sur leur filière. 5 milliards d'euros sont débloqués. Il y a un règlement qui est prêt. Pour la France, sur ces 5 milliards d'euros, on est toujours en gros à 10% avec la France. Hein. On aurait 420 millions d'euros. Mais tout début mars, la Cour des comptes a émis un avis défavorable ou au moins une réserve en disant que tant qu'on n'avait pas d'études d'impact sérieuses, justement, et comme je vous l'ai dit, nous en manquons aujourd'hui, trop peu de temps et trop d'incertitudes, tant que nous n'avons pas donc ces études d'impact sérieuses, nous ne pouvons pas répartir sérieusement ces financements entre les filières, voire les États européens. Et donc, pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt. En conclusion, je viens à la conclusion. Je crois qu'il y a du point de vue si vous interrogez des experts de la Commission européenne aujourd'hui,
Ils vous diront qu'il y a effectivement ces surcoûts liés à toutes ces barrières non tarifaires. Il y a ces surcoûts envisagés et craints sur la question de petit à petit une divergence entre les normes sociales, environnementales et climatiques entre les deux parties. Je vais plus loin, moi, la Commission ne s'inquiète pas trop de cette substitution d'accords de libre-échange dont j'ai parlé. Je vais plus loin, je pense que la substitution aux accords de libre-échange peut faire quelque mal à nos filières agroalimentaires. Substitution d'abord, mais effet indirect de ces substitutions, et je finirai par là, parce que qui dit substitution et raréfaction donc de notre marché, dit concurrence accrue entre les pays européens du point de vue en particulier des exportations. Et là, je pense en particulier concurrence accrue avec l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont aussi deux gros exportateurs vers le Royaume-Uni, sachant que sur les 10 dernières années, la France a perdu déjà beaucoup de parts de marché à l'exportation agroalimentaire par rapport à ces deux pays, pour des raisons d'ailleurs différentes en ce qui concerne les deux pays. Voilà ce que je voulais vous présenter et j'espère que ça a clarifié quelque peu la situation. Merci à vous. Merci Patrick, c'était tout à fait intéressant. On aura l'occasion de reparler de tous ces impacts sur les filières agro le 29 avril avec Timothée Masson, qui est un expert sur la filière sucre, Alexander Anton, expert sur la filière lait, et puis également donc Manuel Evrard sur la filière pêche. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec chacun d'entre eux. On retrouvera toutes ces thématiques. Très bien. Voilà, donc j'avais quand même une question pour vous, Patrick. C'est la suivante. Est-ce que le Royaume-Uni a… Alors, c'est en lien avec ce que vous avez dit, mais donc ça va vous amener peut-être à préciser votre pensée. Est-ce que le Royaume-Uni a défini une stratégie pour assurer la sécurité alimentaire de sa population? Va-t-on assister à un mouvement massif de relocalisation au Royaume-Uni au détriment des entreprises de l'Union européenne? Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai abordé et vous avez raison, c'est un sujet intéressant à préciser. Alors effectivement, il y a dans cette politique nationale dont je parlais tout à l'heure, l'affichage d'une recherche de souveraineté alimentaire. Disons que c'est devenu très à la mode avec le Covid, avec l'effet du Covid sur les chaînes d'approvisionnement, avec l'effet du Covid sur l'acheminement des denrées. On s'est rendu compte de la fragilité et de la forte dépendance en Europe, en France, et plus fortement au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a ce goût très fort pour l'autonomie ou la souveraineté, qui d'ailleurs d'abord pour la souveraineté, éventuellement pour l'autonomie. La question est de savoir si après le Covid, il va rester quelque chose de cet engouement pour les circuits courts et la production locale. Et je n'en suis pas persuadé. Il est bon d'afficher une stratégie. Il faut voir si on a les moyens après de la mettre en application. Je crois qu'une première chose, c'est que le Royaume-Uni, dans la structure de son agriculture, n'est pas forcément complètement équipé pour promouvoir les circuits courts locaux. Et surtout, je ne suis pas sûr que circuits courts locaux permettent de couvrir une partie importante des besoins agroalimentaires du Royaume-Uni. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas très, très inquiet, disons, vis-à-vis de l'Europe et pas très rassuré pour ce qui est de cette fameuse souveraineté du Royaume-Uni. Comme je le disais, je pense que la vraie souveraineté, pour eux, ça sera une forme de moindre dépendance à l'Europe. Très bien, merci Patrick pour cet éclairage. Je vais maintenant introduire Laurence Corredo, qui a effectué toute sa carrière dans l'administration des douanes, d'abord comme chef divisionnaire à Lille, puis au Havre et enfin à Dunkerque.
Puis ensuite, elle est devenue chef du pôle action économique de Nantes, puis du Havre. Depuis 2019, en 2019, elle est devenue adjointe du directeur interrégional des douanes de Normandie. Et puis en février, récemment, elle a été nommée directrice régionale des douanes de Rouen. Et donc, ça concerne, en termes de périmètre, la Seine-Maritime hors arrondissement du Havre et le département de l'Eure. Et alors, ce sont ces services, vous en avez entendu parler récemment, ils ont fait l'actualité avec la saisie de 1065 kilos de cocaïne à Moulineau, qui représentait une valeur de 80 millions d'euros. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le Brexit et la nouvelle frontière, et en particulier la frontière intelligente. Madame Corredo, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ce qu'est la frontière intelligente en quelques mots. On peut peut-être passer à la slide suivante d'ailleurs. Voilà, alors, si vous voulez, on a déjà des systèmes informatiques pour gérer les importations et les exportations en France. On a nos systèmes qu'on appelle Delta. Delta G et Delta T. Par contre, le souci qu'on avait avec les nouveaux flux qui allaient nous arriver du Royaume-Uni, c'était qu'on était sur du transport combiné. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, en tout cas pour tout ce qui venait par ferry et tout ce qui passait par le tunnel sous la Manche, on a affaire à des camions avec des chauffeurs. Alors, effectivement, un certain nombre également de remorques non accompagnées, mais principalement, on a à la fois la marchandise, si vous voulez, et à la fois le conducteur. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire attendre les conducteurs comme on peut faire attendre un conteneur sur un terminal portuaire en attendant que la déclaration soit déposée par le représentant en douane enregistré. Donc, et puis, vous savez qu'au tunnel, on a 2000, 3000 camions par jour qui débarquent. Donc, en fait, ça fait pour l'ensemble du territoire français qui débarquent par ferry ou par le tunnel, on a environ 5 millions de camions par an. Alors, c'est un petit peu… Alors, évidemment, pour la Normandie, on est dans les 300 000 camions par an, enfin, les bonnes années. Mais vous voyez que si on a des sites, finalement, des terminaux qui ne peuvent pas, sur lesquels on ne peut pas conserver des chauffeurs avec leurs camions. Donc, il fallait absolument qu'on s'organise pour avoir un temps de passage portuaire qui soit assez court. Alors, cette frontière intelligente nous permet également que nous nous assurions du respect du code des douanes de l'Union, donc à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne. Ça nous a permis aussi d'améliorer le contrôle aux frontières basé sur l'exploitation de la donnée en douane, de garantir une traçabilité des flux qui rentrent et des flux qui sortent. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit à l'instant, de maintenir une certaine fluidité des échanges commerciaux. Donc, je propose que l'on passe à la diapo suivante. Alors, donc, on a installé cette frontière intelligente sur tous les sites ferry en liaison avec le Royaume-Uni et sur le site de Calais-Tunnel. Alors, elle réside sur l'anticipation des formalités. Donc, s'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de fluidité du trafic. Elle réside également sur l'identification à la fois de la déclaration en douane et du moyen de transport. Et en fait, elle réside essentiellement sur la coordination de ces deux éléments. C'est-à-dire qu'en fait, on rapproche la déclaration en douane de l'identification du moyen de transport à l'aide de ces plaques d'immatriculation. Et puis, évidemment, ça relève de l'automatisation puisque on fonctionne avec des échanges de données automatisés. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail sur la slide suivante. Donc, voilà, comment ça se passe? Eh bien, en fait, tous les systèmes informatiques sont en relation les uns avec les autres. Alors, déjà,
Ça part des systèmes informatiques des compagnies maritimes qui sont en lien avec notre fameuse brique informatique qui s'appelle le SI Brexit, elle-même qui est en lien avec nos systèmes douaniers, ceux qu'on avait déjà avant et qu'on utilise dans pour toute la gestion des frontières avec tous les pays tiers. Par exemple, ces systèmes, on les utilise déjà pour nos relations avec la Chine, pour toutes les marchandises qui arrivent, par exemple, de tous les pays hors Union européenne, que ce soit la Chine, l'Israël, tous les pays du monde entier, sauf ceux évidemment de l'Union européenne. Voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est qu'on peut peut-être passer à la diapo suivante, quitte à revenir à celle-ci après, et encore à la suivante, pardon. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'appairage à l'importation. C'est-à-dire que le chauffeur routier va présenter à la compagnie maritime, au moment où il fait ses opérations d'enregistrement, il présente une déclaration en douane anticipée, c'est-à-dire que cette déclaration en douane existe dans notre système informatique Delta, mais elle n'est pas validée encore à ce stade par l'opérateur. Voilà. Donc, la compagnie maritime scanne le code barre de la déclaration. Et donc, cette donnée, elle est envoyée au système informatique qu'on a appelé SI Brexit et elle est également envoyée à nos autres systèmes de dédouanement traditionnels. Alors, pendant la traversée, ça c'est l'étape 2, en fait, le chauffeur routier, grâce aux échanges qu'il y a eu entre nos systèmes, il va déjà savoir quel va être le statut de sa déclaration. Et il y aura des écrans, il y a des écrans à bord des navires, par exemple, qui affichent le statut de la déclaration. Alors, pourquoi? C'est parce que, il y a une communication en fait entre tous nos systèmes informatiques. On a déjà fait en amont nos ciblages grâce à l'information qui nous a été communiquée et grâce aux déclarations anticipées. Et en plus, si vous voulez, au cours de la traversée, par exemple sur la frontière normande, c'est 2 heures avant l'arrivée du navire. Il y a un message qui est envoyé sur les systèmes informatiques, si vous voulez, des gens qui ont déposé la déclaration anticipée, généralement les représentants en douane, et on sait que la marchandise va arriver dans les 2 heures. Et dans ce cas-là, ils ont un signal comme quoi ils peuvent valider la déclaration en douane. Et donc, dès lors, on a les ciblages qui s'opèrent sur nos déclarations en douane, et dès lors, on peut donner le statut de la marchandise. Alors, ce statut, il va être soit vert, soit orange. Alors, quand c'est vert, ça veut dire que tout est bouclé d'un point de vue douanier et que le camion peut sortir du terminal sur lequel il va débarquer. Par contre, quand le statut est orange, eh bien, il y a plusieurs raisons. Ça peut être soit parce que l'aiguillage a échoué, parce que les informations qui ont été rentrées au départ n'étaient pas les bonnes informations. À titre d'exemple, certains opérateurs scannent des déclarations d'export du Royaume-Uni alors qu'ils doivent scanner des déclarations d'importation françaises. Voilà, ça peut être un motif. Certains, pour un peu nous donner à scanner des numéros, n'importe quel numéro, si vous voulez, qu'ils trouvaient sur n'importe quel document. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà. Et donc, dès l'arrivée, finalement, ce qui est bien, c'est que le transporteur va savoir comment il s'oriente. Alors, on peut avoir aussi une orientation orange parce qu'on va avoir un contrôle douanier, ou alors on peut avoir une orientation orange parce que les marchandises sont soumises à contrôle sanitaire ou phytosanitaire. Et dans ce cas-là, si vous voulez, les formalités sanitaires ou phytosanitaires ont forcément lieu avant la conclusion des déclarations en douane. Donc, fatalement, on va avoir un passage par le CIVEP,
du côté des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Et derrière seulement, on pourra compléter, si vous voulez, les déclarations en douane. Donc, on peut peut-être passer à la slide précédente, celle-ci. Voilà. Donc, pour que le tout fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait une bonne coordination entre tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que la compagnie maritime enregistre correctement les informations de départ. Il faut que les transporteurs donnent les bonnes informations de départ. Il faut que les représentants en douane aient bien configuré leur système pour recevoir automatiquement les informations comme quoi il faut valider les déclarations en douane. Et il faut également que les entreprises, quel que soit leur type, aient correctement anticipé leurs formalités douanières. Et il faut également que les éditeurs de solutions qui approvisionnent les représentants en douane aient correctement configuré leur système pour que les messages soient bien reçus, qu'il y ait des échanges de messages tout à fait corrects. Voilà, on va peut-être passer à la slide alors, la suivante. Et la suivante. Donc, on a ce système à l'importation et évidemment, on a le pendant de ce système à l'exportation. Alors, à l'exportation, c'est un petit peu moins compliqué, si vous voulez, parce qu'il faut effectivement qu'on ait la conservation dans nos systèmes du passage du camion et du numéro de la déclaration d'exportation associée. Mais si vous voulez, quand ça va arriver côté Royaume-Uni, côté Royaume-Uni, c'est le système du Royaume-Uni qui va se mettre en place. Alors, en ce moment, ils n'ont pas réellement de système à l'importation, pas de système douanier à proprement parler, puisque les formalités sont réalisées a posteriori. On va peut-être passer, plus il y a une slide après. Voilà. Donc, pour récapituler un petit peu la situation, donc, on doit avoir d'abord l'établissement sous statut anticipé d'une déclaration en douane. Donc, ça, Delta, c'est le système de dédouanement en ligne français. Ensuite, le chauffeur présente sa déclaration au guichet de la compagnie maritime lorsqu'il embarque. Voilà. La compagnie scanne le code-barre de la déclaration et l'entreprise qui a établi la déclaration la valide en cours de traversée. Alors, petite étape préalable, il faut aussi que concomitamment à cela, il y a une déclaration sûreté sécurité, alors qui peut même être déposée de nombreux jours à l'avance, mais elle doit être au moins déposée 2 heures avant l'arrivée du navire. Voilà. Et donc, à l'import, on a une validation automatique grâce à l'interface SI-Brexit et Delta. Et à l'exportation, forcément, comme la déclaration aura été validée avant le départ, le statut est connu dès le départ. Voilà, donc à l'importation, le chauffeur est informé du statut à bord du navire par l'affichage. Il connaît la filiale à suivre, donc vert sans contrôle et orange, contrôle ou déclaration non validée. Voilà ce que je voulais vous dire très, très rapidement sur la frontière intelligente. Voilà. Merci pour toutes ces explications, Madame Corredo. Question, donc le système, on voit que côté français, le système a été bien pensé, anticipé, etc. D'un point de vue pratique, ça se passe comment après 3 mois de Brexit? Est-ce que les opérateurs économiques se sont adaptés et est-ce qu'aujourd'hui on a un taux finalement, une efficacité élevée? Ou est-ce qu'il y a encore de la marge de progrès importante? Et si c'est le cas, combien de temps nous faudra-t-il pour que tout cela soit fluide? Alors, déjà, dans les flux que l'on constate, il y a énormément, surtout à l'importation, de camions vides. Donc, ceux-ci, ils passent sans problème puisque à l'appairage, ils sont enregistrés comme vides. Et qui dit vide dit pas de formalité douanière complémentaire.
Par contre, il est vrai que sur les camions pleins réside encore un certain nombre de difficultés. Alors, effectivement, on a pas mal d'opérateurs qui ont pris le pli. Par contre, eh bien, il y a toujours, par exemple, certaines difficultés parce que des opérateurs déposent, par exemple, si on prend l'exemple de Dieppe, ils déposent une déclaration en douane sur Calais. Ils anticipent la déclaration en douane sur Calais et ils passent à Dieppe. Donc, forcément, la déclaration, elle n'est pas déposée sur le bon bureau. Pour Dieppe, elle doit être déposée sur Rouen-Port. Donc, si on nous la dépose sur Calais, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, ça, c'est un type d'erreur qui existe. Après, il y a des chauffeurs routiers. Les chauffeurs routiers qui ont déjà expérimenté plusieurs fois, ils ont fini par comprendre. Mais certains autres, ils ont toute une liasse de documents. Ils présentent un petit peu n'importe quoi à la compagnie maritime lors de l'appairage. Et quand on présente n'importe quoi, il se passe n'importe quoi à la suite. Et donc, on peut avoir comme ça des erreurs d'aiguillage. Après, il y a forcément quelques difficultés. Il y a eu certaines compagnies maritimes ont oublié de notifier l'arrivée des navires une fois arrivés. Donc ça, j'ai un peu passé sur les détails. Enfin, je suis un peu passée sur les détails, mais il y a une notification d'embarquement, si vous voulez, que doit établir la compagnie maritime. Et il y a une notification d'arrivée lorsque le navire arrive. Si vous ne faites pas la notification d'arrivée, même si on a des pré-statuts auparavant, ça peut générer des bugs sur les débarques suivantes parce que le camion, nous, on pensera toujours qu'il est sur un navire alors qu'il n'est plus sur le navire. Vous voyez, en fait, finalement, c'est comme à chaque fois qu'on met en place un système informatique, si vous voulez, c'est généralement, c'est très, très bien écrit, mais justement, c'est tellement bien écrit que, si vous voulez, c'est pas comme de l'intelligence humaine où on va savoir, finalement, prendre le virage un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche ou passer par-dessus une contrainte. Je veux dire, le système informatique, il ne passe sur aucune contrainte et donc il faut que toutes les informations qui lui sont données soient strictement exactes. Et dès lors, en fait, qu'on est sur une erreur, fatalement, on a des petits bugs à l'arrivée. Mais par contre, nos services douaniers, à l'arrivée, s'emploient à mettre en relation tous les opérateurs et on essaie de faire passer le plus rapidement possible les camions. Bon, par contre, si on doit faire une taxation ou s'il y a une fausse déclaration, là, on ne passe pas sur le sujet, forcément. D'accord. OK, donc nous sommes dans l'apprentissage et ça va dans la bonne direction. Ça va dans la très bonne direction. On a vraiment nettement moins de problèmes qu'au mois de janvier. Bon, sachant que la première semaine de janvier a été un peu spéciale parce que quasiment on avait des camions vides puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a eu des surstocks d'opérés, des surstocks réalisés en Grande-Bretagne parce qu'ils avaient peur justement du Brexit. Et, mais par contre, deuxième semaine de janvier, finalement, ça a été comme un nouveau démarrage. On a eu quand même pas mal de bugs et là, au bout de 3 mois, on arrive quand même à des choses nettement, nettement lissées. Et puis nous-mêmes, on a travaillé sur des évolutions qui ont facilité les choses. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour les produits alimentaires ultra frais? Alors non, il n'y a pas de disposition particulière pour les produits alimentaires ultra frais, à part les contrôles sanitaires à l'arrivée. Mais si vous voulez, ça n'augmente pas le temps. Logiquement, avec le système qu'on a mis en place, ça n'augmente pas le temps de passage. C'est-à-dire que quand vous traversez en même pas 2 heures, par exemple, au tunnel, ou en 4 heures à Dieppe, le New Haven Dieppe, c'est extrêmement rapide. C'est 4 heures. Après, il y a un point CIVET, si vous voulez, vers lequel vous pouvez envoyer, vous devez envoyer pour obtenir ce qu'on appelle un DC, un document sanitaire. Vous devez envoyer vos marchandises au contrôle. Et là, comme on a finalement assez peu de trafic, finalement, les contrôles sanitaires se passent très rapidement et on n'a pas vraiment de temps d'attente plus long que ce qu'on avait auparavant. Voilà, si tout est bien réglé. Attention. Très bien, merci. Une toute dernière question avant d'ouvrir officiellement les questions qui vont être gérées par Véronique. Est-ce que vous avez une idée du coût de mise en place de cette frontière intelligente pour la France?
Alors, c'est difficile à calculer parce que, alors, il y a eu évidemment le système donc mis en place par la douane. Il y a surtout les développements aussi qui ont dû être faits dans toutes les compagnies maritimes. Voilà, donc franchement, c'est assez difficile à évaluer. Alors forcément, si vous voyez, enfin, si en tant que ménage, on trouve toujours que c'est cher, mais je pense que par rapport aux gains que ça apporte, et puis ça évite quand même des blocages de déclaration. Et puis comme il a été souligné tout à l'heure par les autres intervenants, on a intérêt à commercer, nous, avec le Royaume-Uni, hein, puisqu'on est quand même très fortement excédentaire sur le commerce avec le Royaume-Uni. On a tout intérêt à mettre en place cette frontière intelligente. Voilà. Mais je n'ai pas de coût exact à vous donner. D'accord. Merci. Merci pour cette présentation et puis ces réponses aux questions. Véronique, est-ce que tu es là? Oui, Didier. Ok. Alors, c'est maintenant le temps des questions. Est-ce que tu as sélectionné des questions à poser à Pierre, à Patrick, à Laurence Corredo? Oui, allez-y, Madame Corredo. Oui, je peux intervenir rapidement. Moi, je vois une question là sur les effectifs des douanes. Effectivement, on a recruté des fonctionnaires pour la frontière intelligente. On en a recruté 700. Voilà. Mais principalement dans les Hauts-de-France. Voilà. Ils ont été affectés principalement dans les Hauts-de-France. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le flux le plus important. Et surtout, on n'avait pas de douaniers opérations commerciales dans les Hauts-de-France, puisqu'il n'y avait plus de déclaration en douane. Alors que si on est sur des points tels que, par exemple, le Havre ou Rouen, on avait déjà des douaniers sur le Havre ou Rouen. Voilà. D'accord, ok. Donc là, pas de création d'emplois en Normandie ou peu? On en a eu. Si, on en a eu quand même pas mal. On en a eu quand même pas mal, mais forcément moins que dans les Hauts-de-France. Okay. Et c'est tout à fait logique en comparaison du trafic, et d'autant plus qu'on avait déjà des structures douanières. On a un grand bureau, par exemple, à Rouen avec 48 agents. Au Havre, vous avez un énorme bureau de douane. Donc voilà, on avait déjà des structures et puis on avait déjà le savoir-faire, si vous voulez, du dédouanement. Donc ça nous a posé moins de problèmes que dans les Hauts-de-France où ils ont dû tout recréer, sauf à Dunkerque où on avait déjà un bureau de douane. Très bien, merci. Véronique? Oui, donc, alors on a plusieurs questions qui sont posées par nos auditeurs. Donc, la première question est pour Pierre Manguy. Y a-t-il un risque que le Royaume-Uni devienne une porte d'entrée vers l'Union européenne de produits manufacturés dont la matière première est originaire de pays tiers? Je pense qu'on a déjà en partie répondu à la question. C'est les craintes que… Oui, pardon, est-ce que c'est tout allumé? Oui, votre micro est allumé, hein, Pierre. Très bien. C'est un des problèmes qui a été d'ailleurs indirectement soulevé par Patrick tout à l'heure, avec notamment l'aspect moins 10 ans. Or, normalement, je veux dire, disons l'accord, je ne parle pas d'un traité, l'accord, normalement, prévoit un certain nombre de dispositions dans ce cas-là, mais globalement, ça reste quand même assez flou. Je ne sais pas, Patrick, ce que tu en penses, mais… Alors, moi, on n'entend pas, Patrick. Allez-y, Madame Corredo. Alors, moi, je peux apporter le simple éclairage douanier là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des produits qui sont fabriqués avec des marchandises qui viennent de pays hors Union européenne au Royaume-Uni. Mais par contre, dans l'accord, il est prévu que l'origine des marchandises doit être prouvée, si vous voulez, dès lors qu'on utilise une origine préférentielle, donc avec un droit réduit. Donc, en fait, ça sera, si vous voulez, à l'importateur de l'Union européenne
de produire à l'autorité douanière française, par exemple, si on est sur des produits qui ont été importés en France, de lui produire les preuves comme quoi le produit qu'il a importé était bien d'origine, enfin, répondait bien aux critères de l'origine de l'accord entre le Royaume-Uni et la France. Voilà. Et sinon, il peut recourir aussi à d'autres types de preuves de l'origine, c'est-à-dire par exemple à une facture sur laquelle figure le numéro EORI de l'opérateur du Royaume-Uni, lequel certifie que les marchandises sont bien d'origine UE. Et après, derrière, dans le cadre des échanges administratifs, de la coopération administrative internationale, on peut recourir éventuellement à des enquêtes pour prouver qu'un pays n'est pas d'origine Royaume-Uni. Après, là où c'est certain, c'est vrai que c'est plus difficile de prouver a posteriori, mais ça, enfin, je veux dire, il y a peut-être renversement de la charge de la preuve, si vous voulez. C'est quand même à l'importateur de prouver que les marchandises sont bien d'origine Royaume-Uni. Voilà, donc ça nous prémunit d'une certaine manière contre ces difficultés-là. Voilà. Le problème est le même dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui exporte à partir de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, il doit faire la démonstration que le produit a été transformé à une origine européenne. Tout à fait, oui, voilà. Tout à fait. Donc, oui. Par exemple, dans l'industrie du chocolat au Royaume-Uni, le Royaume-Uni est autosuffisant en quelque sorte en pâte de cacao, en sucre également, mais donc n'est pas suffisamment producteur de beurre de cacao. Alors, pour faire du chocolat, il faut de la pâte de cacao, du sucre, mais également du beurre de cacao. Ce beurre de cacao vient du continent, mais il peut venir également d'Afrique de l'Ouest, qui est un gros producteur. Et donc, s'il vient d'Afrique de l'Ouest, c'est un problème, puisqu'il n'a pas été produit sur l'Union européenne. Donc, cela force à démontrer que le beurre a bien été produit sur le continent. Voilà, un exemple. Voilà. On a d'ailleurs le problème dans l'espace économique européen. Si un produit vient, par exemple, de Norvège, imaginons des yaourts qui viennent de Norvège et qui soient avec du lait norvégien d'une part, et puis des yaourts aux fruits avec des fruits qui viennent de pays tiers, soumis à des conditions ou des normes d'entrée dans l'Union européenne, il y a déjà des dispositions qui sont prises et je crois qu'elles vont servir de modèle. Elles servent de modèle d'ailleurs dans l'accord commercial. Donc on va se retrouver avec un peu un mélange de conditions qui ressemblent à certaines parties des conditions de l'espace économique européen et puis du traité de libre-échange avec le Canada. Oui, Patrick, en complément, effectivement, c'est vrai que c'est une question qui se pose dans tous les accords de libre-échange, que de voir si l'une des parties ne va pas servir de cheval de Troie pour des entrées d'autres formes de produits moins-disants. Mais je crois que, comme le disait Madame Corredo, on est couvert tout de même par des formalités de contrôle très importantes autour de ces règles d'origine. Et donc, j'ai peu de crainte effectivement là-dessus, à condition bien sûr que les formes de contrôle se maintiennent dans la durée. Là, on revient à des questions de gouvernance des barrières. Alors, si vous voulez, finalement, on est obligé de maintenir les contrôles parce que comme nous sommes régulièrement nous-mêmes contrôlés par la Commission, par les services de la Commission européenne, on est obligé de faire les contrôles. Voilà, on n'y échappe pas. Très bien, merci. Véronique, une autre question? Alors, si on veut rester sur le sujet des contrôles, une question est posée au sujet de la mise en place de ces contrôles douaniers renforcés avec la Grande-Bretagne. Est-ce que cela va permettre d'identifier des fraudes ou des anomalies que nous n'aurions pas vues autrement? Alors, ce que l'on va surtout faire, si vous voulez, c'est de contrôler. Alors, en fait, que l'accord préférentiel, justement,
soit bien appliquée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous dise que c'est un droit à zéro alors que les produits viennent de Chine, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va énormément contrôler, c'est l'origine. Et on va contrôler aussi également la valeur des produits. Par exemple, si on nous dit, bah voilà, j'importe 12 caisses de bière et qu'en réalité, il y en a 124, fatalement, ça ne va pas être bon. Donc, on contrôle les quantités, la valeur, l'origine. Et effectivement, on va avoir on va peut-être tomber, si vous voulez, sur des fausses déclarations d'origine, des fausses déclarations de valeur, ou des fausses déclarations de quantité, ou des fausses déclarations d'espèces. De produits, puisque en fait la taxation elle est axée à la fois sur la valeur, l'espèce et l'origine des produits. Donc oui, on peut maintenant avoir ce genre de problématique qu'on n'avait pas forcément, enfin qu'on n'avait forcément pas avant, puisqu'on était sur une libre circulation des marchandises. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces points d'entrée, enfin d'échange avec le Royaume-Uni, il y a toujours eu des contrôles douaniers pour la recherche de marchandises de fraude. Donc, en fait, on ouvrait déjà des camions avant et on ouvre encore des camions maintenant. Voilà. Donc, il y avait déjà des contrôles douaniers parce que c'est une frontière maritime. Elle l'a toujours été, même si on remet en place, si vous voulez, une taxation. Mais c'était quand même une frontière maritime. D'accord. Très bien. Et il y a un maillon faible. Il y a un maillon faible qui est, je reviens dessus parce que m'inquiète beaucoup, c'est la frontière irlandaise. Bien sûr. Avec nord-irlandaise, je veux dire. C'est vraiment, là, il y a une possibilité de fraude très importante. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer justement sur cette problématique de l'Irlande du Nord pour régler le problème? C'est très compliqué parce que, en fait, le problème, c'est que, disons, Boris Johnson ne veut absolument pas que l'Irlande du Nord devienne un territoire, j'allais dire, douanier de l'Union européenne. Le problème, il est là. Donc, ils veulent garder, et c'est aussi la position du parti unioniste, c'est-à-dire que le territoire nord-irlandais reste totalement dans le Royaume-Uni. Or, il est vrai que la frontière, telle qu'elle a été dessinée par l'accord, elle passe entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, et donc elle fait ipso facto de la zone nord-irlandaise une part du territoire douanier de l'Union européenne. Donc c'est un véritable problème parce que en l'état actuel des choses, les contrôles pratiquement, d'après les informations que nous avons, se passent mal, sont presque impossibles puisque les personnes qui doivent contrôler sont menacées et se sont retirées. Et d'autre part, si vous essayez de mettre un contrôle à la frontière non existante depuis 1998, vous allez raviver les tensions qui actuellement montent. Et vous avez un autre problème qui va venir se greffer dessus, c'est que les élections en Irlande du Nord vont être à suivre de près pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, le parti unioniste, les unionistes deviennent minoritaires. C'est-à-dire que ceux qui sont pour le rattachement avec la République d'Irlande deviennent majoritaires. Donc je pense, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'on va vers une situation extrêmement compliquée et qui menace énormément, à mon avis, l'accord commercial. Oui, et en complément à ce que dit Pierre, je crois que c'est justement parce que Boris Johnson est pris entre ces desiderata des unionistes et ce besoin de maintenir une continuité entre les deux Irlandes que par deux fois tout de même, il a dénoncé un protocole qui avait été signé donc avec l'Union européenne. Oui. Ça montre bien son incapacité à faire un vrai choix sur cette question-là. Et de toute façon, l'Irlande du Nord pose un problème général, je m'excuse, c'est une petite parenthèse d'une minute, mais en Irlande du Nord, vous avez le choix, vous pouvez choisir les deux nationalités. Vous pouvez choisir la nationalité britannique et avoir en même temps la nationalité irlandaise. Et ça pose un énorme problème parce que, en fait, alors là, c'est si vous voulez, pour devenir fonctionnaire européen, ça veut dire qu'en fait, vous voyez un Nord-Irlandais
qui a la nationalité britannique peut prendre la nationalité irlandaise pour se présenter au concours d'entrée comme fonctionnaire européen. Donc les problèmes, ils sont multiples, je veux dire, ils dépassent même le cadre commercial. Ok. Mais merci pour… Véronique, alors bon, le temps, forcément, donc il est déjà 19h30 quasiment. Ce que je vous propose pour éviter d'être trop long, il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si on aura la possibilité de tous les évoquer. Je propose qu'on prenne encore 2 questions, hein, et on va demander à nos intervenants de répondre de façon courte. Très bien. Donc, une question sur la nouvelle politique agricole britannique. Est-ce que vous pouvez donner des détails? La réponse va être difficile à faire de façon courte. Oui, si, elle va être faite de façon courte. Je vais renvoyer le questionneur ou la questionneuse aux quelques éléments que j'ai donnés de cette politique nationale, hein, qui date de novembre, qui fixe des grandes orientations. Mais il y a deux inconnus encore pour l'instant par rapport à ces grandes orientations. La façon dont les différentes régions, donc Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles, vont appliquer effectivement cette loi, puisqu'il y a une autonomie régionale qui a été décidée. Et puis deuxièmement, la façon dont ces grandes orientations politiques vont être mises en œuvre, justement par rapport à tous les éléments qui sont dans ces accords commerciaux. Et par rapport également à tout, on en a parlé également, à ce versus, disons, agriculture de grande surface et petite agriculture qui sert plutôt les besoins locaux. Et donc, Pierre et moi, on a questionné à ce sujet pour en savoir plus. Donc, le représentant de la Commission au Royaume-Uni, il nous a donné très peu d'éléments sur cette politique en disant que pour l'instant, donc, elle reste relativement opaque. Voilà pourquoi je me suis contenté de vous donner ces quelques orientations tout à l'heure. Néanmoins, c'est un sujet, bien sûr, important que nous allons suivre et nous allons essayer de récupérer les documents sur cette politique et de nous farcir un petit peu de lecture en anglais. Très bien. Une dernière question, Véronique. Pour les questions qu'on n'a pas le temps de traiter, ce que je propose, Nicolas, est-ce qu'on pourrait donc les noter, les enregistrer, et puis ensuite, on les passera à nos 3 intervenants, et puis voilà, on essaiera d'avoir les réponses par écrit et de les partager. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, une question pour Laurence Corredo. Est-ce que les données que les douanes collectent ont été renforcées, vont permettre d'accroître des analyses statistiques et permettre donc d'ajuster un accord commercial? Alors, je m'apprêtais à répondre à cette question par écrit, là, puisque je l'ai vu noter. Donc, en fait, toutes les données que l'on va collecter, ce sont les données issues des déclarations douanes. Donc, ça sera exactement les mêmes données que celles qu'on a pour le commerce entre d'autres pays hors Union européenne. Par exemple, les mêmes données que celles avec la Chine, les mêmes données que celles avec les États-Unis, enfin voilà, l'Uruguay, etc. Exactement les mêmes données. Donc, ça va être assez complet. Après, si vous êtes intéressé par les statistiques, vous pouvez accéder, enfin peut-être, je pense que vous connaissez déjà, mais bon, à ce qui est mis en ligne par la douane, hein, puisque c'est la douane qui fournit les données du commerce extérieur. Hein. Les statistiques du commerce extérieur, c'est le kiosque espace douane. Vous tapez ça dans Google, hein, LE, kiosque KIOSQE, espace douane. Et là, vous avez une mine, je dis bien une mine de données. Après, c'est pas mal axé sur la valeur. Bon, il y a d'autres éléments qui pourraient nous intéresser, mais enfin, franchement, c'est pas mal quand même. Donc, vous pouvez déjà aller voir là ce qui existait sur le commerce avec le Royaume-Uni en 2020. Et je pense que dans quelques temps, on aura déjà le premier trimestre 2021 du commerce avec le Royaume-Uni. Voilà. Merci. Très bien. Écoutez, on va s'arrêter là pour les questions. On aurait pu y passer encore une demi-heure. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement captivant.
Voilà. Et donc, on note les questions et puis on va les partager avec nos 3 intervenants et on trouvera une manière d'y répondre. Cette visioconférence, elle est enregistrée, hein, donc elle sera disponible en replay. Voilà, donc je vais faire la clôture maintenant rapidement avant que chacun puisse continuer ses activités. Donc voilà, le Brexit, on le voit, est un accident de l'histoire d'une certaine façon. C'était pas du tout lorsque ce référendum a été organisé, il n'était pas prévu que il termine de cette façon, hein. Et donc il a de multiples conséquences dont on a parlé, l'allongement des durées de transit et un impact sur les denrées périssables, un renchérissement du prix des marchandises dû aux formalités douanières et parfois des droits de douane. On avait vu une photo tout au début de fromage anglais, hein, qui ne pouvait plus être exporté sur la France parce qu'il y avait des frais de contrôle vétérinaire trop élevés, hein, et ça devenait plus du tout intéressant de faire ce commerce. Relocalisation des activités au Royaume-Uni, recours par le Royaume-Uni à des pays tiers au détriment de l'Union européenne, développement de circuits directs entre la France et la République d'Irlande pour éviter le passage par la Grande-Bretagne, ainsi que des lignes comme Cherbourg-Rosslare ou Dunkerque-Rosslare se développent. Situation particulièrement difficile pour l'Irlande du Nord, on en a parlé, puisqu'elle reste dans l'union douanière de l'Union européenne, mais elle fait partie du Royaume-Uni, ce qui crée de fait une nouvelle frontière en mer d'Irlande. Et on a vu que finalement, les contrôles qui devraient se faire en Irlande du Nord ne se font pas. Pénurie de main-d'œuvre au Royaume-Uni, velléité d'indépendance de l'Écosse, nouvelle stratégie de Global Britain, les sujets sont multiples. Donc c'est véritablement un game changer et c'est évidemment une situation compliquée. Aujourd'hui, il est difficile de percevoir toutes les conséquences de ce divorce. Un grand merci à Laurence Corredo, à Pierre Mingui, à Patrick Salès pour leur éclairage sur ce sujet du Brexit. Cette première visioconférence sur le Brexit nous a permis d'en comprendre les enjeux principaux et à préparer le terrain pour notre seconde visioconférence le jeudi 15 avril, où 3 dirigeants d'entreprise nous expliqueront la façon dont ils ont préparé et géré le Brexit. Nous aurons notamment Olivier Edeline, directeur supply chain du groupe Les Maîtres Laitiers du Cotentin, et Bruno Béliard, directeur général d'Eurochannel Logistique, qui est un transporteur qui travaille entre la Normandie et l'Angleterre. Merci également à toute l'équipe qui a préparé cette visioconférence. On se réunit depuis septembre dernier pour que ce moment soit possible. Donc, merci à eux. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.